L'intitulé de notre conférence aujourd'hui est l'embolie pulmonaire. Les thromboses veineuses profondes et l'embolie pulmonaire sont deux manifestations cliniques qui font partie d'une même entité, la maladie thromboembolique. C'est une pathologie fréquente dont l'incidence augmente avec l'âge. Elle est estimée à 1 cas sur 10 000 avant 40 ans et 1 cas sur 100 après 75 ans. Ces manifestations sont potentiellement graves, voire fatales, et tout médecin peut être confronté à une symptomatologie évocatrice d'embolie pulmonaire, d'où l'intérêt de notre question. Sur le plan épidémiologique, l'incidence annuelle de l'embolie pulmonaire est estimée à 260 000 cas aux USA. En France, on rapporte plus de 100 000 cas, mais ce chiffre semble sous-estimé parce que dans 1 cas sur 2, ce sont des formes asymptomatiques et 15% des décès de cause inconnue à l'hôpital sont liés à une embolie pulmonaire. C'est une affection grave qui met en jeu le pronostic vital. Elle représente la principale cause non carcinologique de mortalité des cancéreux et la première cause extra-obstétricale de décès chez les parturientes. La mortalité hospitalière de l'embolie pulmonaire est globalement inférieure à 10%. Elle passe à 25% s'il existe un choc cardiogénique associé et à plus de 65% en cas d'arrêt circulatoire. Donc, la prise en charge de l'embolie pulmonaire doit être rapide et rigoureuse. L'embolie pulmonaire est définie comme étant la migration dans l'arbre artériel pulmonaire d'un embole qui va être responsable d'une oblitération brusque qui peut être partielle ou totale du tronc ou d'une ou plusieurs branches de l'artère pulmonaire. L'origine de l'embole est dans la majorité des cas en rapport avec un embole fibrino-cruorique dont le point de départ est la thrombose veineuse profonde et plus rarement, il peut s'agir d'emboles gazeux, septiques, amniotiques, métastatiques ou parasitaires. La gravité de l'embolie pulmonaire va dépendre de plusieurs facteurs. D'abord, de l'importance de l'obstruction artérielle pulmonaire. Plus l'obstruction est importante, plus la forme sera grave. Quand l'obstruction est supérieure à 50% de l'arbre artériel pulmonaire, on a des embolies massives. Elle va dépendre également du terrain sous-jacent. Par exemple, si le patient est jeune, qu'il n'a pas d'antécédents cardiaques ou respiratoires, seules les embolies massives vont être graves. Par contre, chez les patients qui ont une insuffisance cardiaque ou respiratoire, même les embolies pulmonaires non massives peuvent être graves. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand l'embolie pulmonaire est massive ou grave, elle s'accompagne toujours d'un retentissement hémodynamique ou respiratoire qui va mettre en jeu le pronostic vital à court terme et c'est pour ça qu'il faut agir rapidement. Sur le plan étiologique, l'embolie pulmonaire est une maladie multifactorielle. Parmi les facteurs de risque, on retiendra les facteurs de risque cliniques qui peuvent être transitoires ou persistants, ou encore des facteurs de risque biologiques, acquis ou héréditaires, qui peuvent avoir un effet additif ou multiplicatif. Sur ce tableau, vous voyez en résumé les principaux facteurs de risque d'embolie pulmonaire. Vous voyez par exemple les thrombophilies rares, les déficits en antithrombine, les déficits en protéine C, en protéine S. Ce sont des facteurs qui sont constitutionnels. Pour les facteurs de risque acquis, on retiendra essentiellement la chirurgie récente, le traumatisme des membres inférieurs, l'hospitalisation pour les affections médicales aiguës, les cancers en cours de traitement, etc. On peut avoir également la contraception œstroprogestative, les traitements hormonaux, la grossesse. Et ce qu'il faut retenir, c'est que dans 30% des cas, l'embolie pulmonaire peut être idiopathique et aucun facteur de risque n'est retrouvé. Sur le plan physiopathologique, la constitution du thrombus va dépendre de plusieurs facteurs. Il va dépendre de la stase veineuse, de l'altération pariétale
et des modifications du sang circulant. Une fois que le thrombus sera formé, il va donc migrer dans la circulation de la périphérie vers les artères pulmonaires qu'il va obstruer soit partiellement, soit totalement. Et en fonction de l'importance de l'obstruction, on aura des conséquences cardiaques avec des hypertensions artérielles pulmonaires, des chocs cardiogéniques et des conséquences respiratoires à type donc d'augmentation de l'espace mort alvéolaire et d'augmentation des zones qui seront ventilées et non perfusées. Pour le retentissement hémodynamique, comme on l'a dit tout à l'heure, il va dépendre de l'importance de l'obstruction artérielle pulmonaire ainsi que de l'état cardiaque et respiratoire du patient. Chez un sujet qui a un cœur et des poumons sains, il existe une corrélation entre le degré d'obstruction artérielle pulmonaire et le retentissement hémodynamique en rapport avec l'embolie pulmonaire. Si l'obstruction est inférieure à 50%, on va avoir juste une légère augmentation de la post-charge ventriculaire droite. Par contre, si l'obstruction est supérieure à 50%, on aura une post-charge ventriculaire droite qui sera très augmentée et ceci rapidement. Pour les patients avec une hypertension artérielle pulmonaire chronique, il n'y a pas de corrélation entre l'importance de l'obstruction et son retentissement hémodynamique. Cela veut dire que même si l'obstruction est inférieure à 50%, le retentissement hémodynamique sera important. Alors, quelles sont les conséquences hémodynamiques en rapport avec l'embolie pulmonaire? Eh bien, l'obstruction brutale de la circulation pulmonaire par des thrombis va entraîner au niveau du ventricule droit une augmentation de la pression artérielle pulmonaire précapillaire, une augmentation des résistances vasculaires et donc de la post-charge avec dilatation du ventricule droit, une augmentation du travail et de la consommation en oxygène du ventricule droit et une ischémie de ce ventricule droit par écrasement des coronaires sous-épicardiques avec diminution de sa contractilité, c'est-à-dire qu'on va avoir des risques d'insuffisance ventriculaire droite. Et au niveau du ventricule gauche, on va avoir une compression du ventricule gauche par le ventricule droit qui va être dilaté et ça va se traduire également par une diminution de la précharge avec inversion de la courbure du septum interventriculaire, c'est-à-dire le septum paradoxal qui va gêner le remplissage du ventricule gauche. Et dans les cas les plus graves, ça va entraîner un bas débit cardiaque avec hypotension artérielle, état de choc, voire arrêt cardio-circulatoire. Cette diapositive vous résume le retentissement cardiovasculaire de l'embolie pulmonaire, comme on vient de l'expliquer. Vous voyez qu'il va y avoir une dilatation du VD et qui va, avec une diminution donc du volume d'éjection du ventricule droit, de la précharge et donc une diminution du débit cardiaque qui va donc être aggravée par l'hypotension artérielle et qui peut évoluer vers donc l'arrêt cardio-circulatoire dans les formes massives. Pour ce qui est du retentissement respiratoire, l'embolie pulmonaire s'accompagne généralement d'une hypoxémie et d'une hypocapnie. L'hypoxémie, elle est liée à des perturbations de la distribution des rapports ventilation-perfusion. Et l'hypocapnie, quant à elle, elle est due à une augmentation importante de la ventilation minute. En fait, dans les formes graves, qui sont compliquées d'état de choc, la diminution du débit cardiaque va être compensée par une augmentation de l'extraction périphérique en oxygène. Ceci va entraîner une baisse de la pression veineuse en oxygène qui va aggraver l'hypoxémie. À la phase aiguë, on constate que le shunt vrai intrapulmonaire est en général minime et qu'il peut être corrigé par une oxygénothérapie qui va améliorer l'hypoxémie. Si l'hypoxémie n'est pas corrigée par l'antibiothérapie, il faudra alors évoquer la possibilité d'un shunt droit-gauche intracardiaque en rapport avec l'ouverture d'un patent foramen ovale qui est provoqué par l'inversion du gradient de pression entre l'oreillette droite et l'oreillette gauche. Alors, quelles sont les complications de l'embolie pulmonaire ? La principale complication de l'embolie pulmonaire, et qui est d'ailleurs la plus redoutée, est le risque de décès précoce, qui est estimé à peu près 5 à 10% des cas.
Ce sont des formes qui surviennent en cas donc d'état de choc avec une pression artérielle systolique qui est inférieure à 90 mm de mercure ou une diminution de la pression artérielle systolique de plus de 40 mm de mercure par rapport à l'état basal pendant plus de 15 minutes. Il existe donc des index de sévérité qui ont été établis pour évaluer le risque de décès à 30 jours. Et quand cet index de sévérité est élevé, eh bien le risque de décès est beaucoup plus important. Et vous voyez sur ce tableau donc les différents facteurs qui sont impliqués dans le calcul de cet indice de sévérité. Et quand on a 0 point, la mortalité à 30 jours est inférieure à 1%. Quand elle est supérieure ou égale à 1 point, la mortalité à 30 jours est de 10,9%. Alors les formes également qui sont pourvoyeuses de décès, c'est les dysfonctions ventriculaires droites, avec un rapport ventricule droit sur ventricule gauche qui est supérieur à 1 au scanner ou supérieur à 0,9 à l'échographie transthoracique, associé à de l'hypokinésie du ventricule droit ou à une élévation de la pression artérielle systolique. Également, les formes sévères avec risque de décès, ce sont celles où on a une augmentation des biomarqueurs tels que les BNP, les NT, les pro-BNT et les troponines. Alors, l'index de PESI, l'index de PES, alors en résumé, l'index de PESI va nous permettre de stratifier la sévérité de l'embolie pulmonaire en 4 stades. Quand le PESI est égal à 0, le risque est faible et la mortalité est de 1%. Si le score de PESI est supérieur à 0, le risque est intermédiaire et la mortalité est située entre 3 et 25%. Dans le risque intermédiaire, nous avons l'intermédiaire faible qui associe la dysfonction ventriculaire droite ou l'élévation des biomarqueurs ou bien ni l'un ni l'autre, et l'intermédiaire élevé qui associe la dysfonction ventriculaire droite et l'élévation des biomarqueurs sans défaillance hémodynamique. Et enfin, nous avons le risque élevé en cas de choc hémodynamique où la mortalité est de plus de 25%. Alors la deuxième complication en rapport avec la maladie thromboembolique, qui heureusement est une complication rare, qui va toucher 4% des patients et qui survient donc 2 ans après une embolie pulmonaire, c'est l'hypertension artérielle pulmonaire thromboembolique. Elle doit être évoquée devant une dyspnée persistante à distance d'une embolie pulmonaire et qui n'est pas expliquée par une récidive d'embolie pulmonaire ou bien par une autre cause d'hypertension artérielle pulmonaire. Alors comment est-ce qu'on va poser le diagnostic d'embolie pulmonaire ? La difficulté diagnostique de l'embolie pulmonaire réside dans le polymorphisme des manifestations inaugurales et le manque de spécificité des signes fonctionnels. La présentation clinique est en général multiforme, le tableau est variable, il n'y a pas de corrélation entre la sévérité des symptômes et la gravité de l'embolie pulmonaire. Par exemple, une embolie pulmonaire centrale peut être paucisymptomatique alors qu'une embolie pulmonaire périphérique peut s'accompagner d'une douleur thoracique très vive ou d'une dyspnée sévère chez un patient ayant des réserves cardio-respiratoires limitées. Les 2 symptômes qui vont permettre d'évoquer le diagnostic d'embolie pulmonaire sont essentiellement la dyspnée et la douleur thoracique. Il n'existe aucun symptôme ou examen isolé qui va nous permettre de confirmer ou d'exclure avec certitude le diagnostic d'embolie pulmonaire. Il sera retenu sur les résultats combinés de la probabilité clinique et des examens paracliniques. Il sera également évoqué devant la présence de facteurs favorisants de maladies thromboemboliques, comme par exemple une chirurgie antérieure dans les 3 mois ou les 4 semaines qui précèdent, la présence d'un cancer, l'immobilisation d'un membre, un long voyage, la grossesse ou la prise de contraception orale. Il sera également évoqué devant la présence donc d'un traitement substitutif hormonal qui contient des œstrogènes.
L'identification d'un ou de plusieurs de ces facteurs va permettre d'augmenter le degré de suspicion de l'embolie pulmonaire. Les signes fonctionnels peuvent être pulmonaires ou extrapulmonaires. Les signes pulmonaires sont toujours présents mais pas au premier plan. Il s'agit d'une dyspnée constante à type de polypnée superficielle d'autant plus intense que l'embolie pulmonaire est sévère, une douleur basithoracique parfois rétrosternale d'allure angineuse, une toux irritative, une hémoptysie tardive et inconstante qui sont souvent, il s'agit de quelques crachats sanglants, une cyanose qui est rare et qui est l'apanage des formes sévères. Pour les signes extrapulmonaires, on peut avoir une syncope levée qui est un signe d'une embolie pulmonaire sévère, un choc inaugural, une anxiété inexpliquée avec dyspnée, une fièvre souvent retardée, rarement un œdème aigu du poumon et parfois des douleurs abdominales faisant évoquer un abdomen chirurgical. Les signes cliniques sont souvent pauvres. L'examen pulmonaire peut montrer des râles crépitants de foyers de condensation, des signes d'épanchement pleural qui sont souvent tardifs. L'examen cardiaque va retrouver une tachycardie, un éclat de B2, un signe de Harzer, un galop droit xiphoïdien. La tension artérielle est souvent normale. Dans les formes graves, on peut avoir une hépatomégalie douloureuse avec reflux, une hypotension, des signes droits et une diminution de la diurèse, un pouls paradoxal de Kussmaul, un état de choc avec dyspnée et cyanose. Et dans un cas sur deux, on va retrouver des signes patents de thrombose veineuse profonde. Les examens complémentaires de base comprennent souvent une mesure de la saturation en oxygène à l'air ambiant, un électrocardiogramme et une radiographie thoracique. Même si ces examens contribuent à augmenter ou diminuer la probabilité de l'embolie pulmonaire, aucun n'est suffisamment sensible ou spécifique pour exclure ou confirmer le diagnostic. En effet, la radiographie pulmonaire, elle peut être normale dans 25 à 30% des cas. Elle peut montrer une atélectasie en bande, un épanchement pleural isolé, une ascension d'une coupole diaphragmatique ou un infarctus pulmonaire. Elle évoque certains diagnostics différentiels pour écarter l'embolie pulmonaire. Le CG peut être normal dans 25% des cas. Il peut montrer une tachycardie sinusale, une déviation axiale droite, un bloc de branche droit, une hypertrophie de l'oreillette droite, une ischémie antéroseptale. Le caractère récent de ces signes est très évocateur. Il va permettre également de faire le diagnostic différentiel avec un infarctus du myocarde ou une péricardite aiguë. Les gaz du sang nous permettront de quantifier le déficit de l'hématose. Il est normal dans 12 à 26% des cas et il peut montrer une hypoxie et une hypocapnie évocatrice mais qui n'est pas spécifique. Alors, quelle est la place du dosage des dédimères plasmatiques? Vous savez que les dédimères, ce sont des produits de dégradation de la fibrine et qu'ils sont toujours positifs dans la maladie thromboembolique. Malheureusement, même s'ils ont une très bonne sensibilité qui est de l'ordre de 100%, ils ne sont pas spécifiques de l'embolie pulmonaire. En effet, ils peuvent être positifs en cas de cancer évolutif, de pathologie inflammatoire, en cas de chirurgie récente ou pendant la grossesse. Cependant, ils ont une grande valeur prédictive négative qui fait qu'ils sont recommandés dans la recherche diagnostique d'une embolie pulmonaire. L'échodoppler veineux a une bonne spécificité et sensibilité. Il permet de retrouver un foyer emboligène, c'est-à-dire une thrombose veineuse dans 70% des cas, ce qui justifie la mise en route d'un traitement avant même les résultats des autres examens. Quand la thrombose veineuse est proximale et que l'embolie pulmonaire est probable, cela suffit pour poser le diagnostic. Par contre, si la thrombose est surale, elle n'affirme pas le diagnostic. L'absence de thrombose veineuse profonde n'élimine en aucun cas le diagnostic d'embolie pulmonaire. L'échographie cardiaque visualise rarement le caillot dans le ventricule droit ou l'artère pulmonaire. Cependant, elle permet de faire le diagnostic différentiel avec un choc cardiogénique ou septique et une dissection aortique.
Elle peut montrer des signes indirects d'embolie pulmonaire, comme par exemple une dilatation du ventricule droit, une réduction de la taille du VG, un septum paradoxal, une réouverture du foramen ovalé ou une hypertension artérielle pulmonaire. Elle nous renseigne également sur la sévérité de l'embolie en visualisant ses répercussions sur les cavités cardiaques droites. La scintigraphie pulmonaire de ventilation-perfusion est un examen sensible mais non spécifique qui demande la coopération du patient. Quand elle est normale, elle élimine une embolie pulmonaire récente. Sinon, elle peut montrer des zones segmentaires ventilées non perfusées qui vont affirmer le diagnostic. Malheureusement, on a de nombreux résultats qui sont intermédiaires. La tomodensitométrie hélicoïdale avec injection, c'est-à-dire l'angioscanner, est l'examen de première intention devant une suspicion d'embolie pulmonaire. Il a une forte sensibilité et spécificité. Il permet une opacification intense et hétérogène qui visualise les embolies pulmonaires distales. Cet examen est contre-indiqué en cas d'insuffisance rénale et d'allergie à l'iode. L'angiographie pulmonaire, c'est la méthode diagnostique de référence. Malheureusement, elle pose des problèmes d'accessibilité, de faisabilité et de coût. C'est un examen invasif dont la mortalité est inférieure à 1% et actuellement, on ne la réalise qu'en deuxième intention. Donc si on se résume, le diagnostic de confirmation fait appel à différents examens. La radiographie du thorax, l'électrocardiogramme, la gazométrie sanguine et le dosage sanguin des dédimères sont des examens de débrouillage qui ne sont pas spécifiques. Le diagnostic de certitude d'embolie pulmonaire va faire appel à l'angioscanner thoracique, à la scintigraphie pulmonaire et à l'angiographie pulmonaire. Ce sont des examens spécifiques qui visualisent le thrombus dans l'arbre pulmonaire artériel et quantifient ses conséquences sur la vascularisation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut privilégier les examens diagnostiques les moins invasifs, comme l'angioscanner ou la scintigraphie pulmonaire. La probabilité clinique d'une embolie pulmonaire est une étape qui est très importante car elle va conditionner le choix des examens complémentaires que l'on va faire selon la conclusion de l'examen clinique. Cette étape représente un réel défi pour le clinicien, même si elle reste subjective et dépend de l'état clinique du patient. En fait, la suspicion d'embolie pulmonaire est basée sur des données cliniques, sur la radiographie du thorax, l'électrocardiogramme et la gazométrie dans un premier temps. Cependant, aucun test diagnostique n'a de spécificité ou de sensibilité à 100%. Et donc, depuis quelques années, des scores qui sont basés sur des critères cliniques et anamnéstiques ont été introduits afin de pouvoir standardiser l'évaluation initiale des patients qui sont suspects d'embolie pulmonaire. L'intérêt de ces scores qui sont standardisés et simples d'utilisation, c'est qu'ils vont permettre une stratification des patients en plusieurs catégories qui vont aller de la probabilité faible à la probabilité intermédiaire ou forte. Et selon la probabilité que va avoir le patient, il va y avoir une démarche diagnostique. Parmi les scores de probabilité, nous avons le score de Wells qui a été publié en 2000 et qui permet de séparer les patients en 3 groupes. Comme vous le voyez sur ce tableau, ce score est basé sur des paramètres cliniques comme par exemple des antécédents d'embolie pulmonaire ou de thrombose veineuse, des signes cliniques de thrombose veineuse, une fréquence cardiaque élevée, une chirurgie ou une immobilisation récente, la présence d'un cancer, etc. Il existe un autre critère qui est appelé diagnostic alternatif moins probable que l'embolie pulmonaire. C'est un critère qui est souvent critiqué. Pourquoi? Eh bien parce qu'il est subjectif et il dépend de l'expérience du médecin. Donc, si on estime que l'embolie pulmonaire est le diagnostic le plus probable, on rajoutera 3 points. Et si on estime que l'embolie pulmonaire est le diagnostic le moins probable, on ne rajoutera aucun point à ce score. Donc, au total, si le score est compris entre 0 et 1, on parlera de probabilité faible. Si le score est entre 2 et 6, on parlera de probabilité intermédiaire ou moyenne. Et si le score est supérieur ou égal à 7, on parlera de probabilité forte. Alors en 2001, un autre score a été publié, le score de Genève. Son avantage majeur est qu'il se base uniquement sur des critères objectifs cliniques.
On retrouve les mêmes critères cliniques que ceux du score de Wells, c'est-à-dire l'âge, les antécédents de maladies thromboemboliques, une chirurgie récente, une fréquence cardiaque qui est supérieure à 100, mais il s'y ajoute des examens complémentaires comme le téléthorax et la gazométrie. Mais comme très souvent les examens complémentaires ne sont pas disponibles, eh bien le score de Genève a été révisé et actuellement il ne contient que des caractéristiques cliniques et objectifs, comme vous le voyez sur ce tableau. Alors, quand le score de Genève est inférieur ou égal à 3, la probabilité d'embolie pulmonaire est faible. Quand le score de Genève est compris entre 4 et 10, la probabilité clinique d'embolie pulmonaire est intermédiaire ou moyenne. Et quand le score est supérieur ou égal à 7, eh bien, on aura une probabilité qui est forte. Alors une fois que la probabilité clinique est établie, des examens complémentaires seront réalisés pour venir confirmer ou infirmer le diagnostic. La démarche diagnostique, donc devant une suspicion d'embolie pulmonaire, va être différente selon que l'on soit en présence ou pas d'une hypotension ou d'un état de choc. Si le patient ne présente pas d'hypotension ou d'état de choc, et en cas de probabilité clinique non forte, c'est-à-dire si la probabilité clinique est faible ou moyenne, on fera un dosage des dédimères. Si le résultat du dosage des dédimères est négatif, l'embolie pulmonaire est écartée et on évitera de réaliser des examens supplémentaires plus invasifs et plus coûteux. Si les dédimères sont positifs, on réalisera alors un angioscan qui va venir confirmer le diagnostic. Maintenant, si la probabilité clinique est forte, le dosage des dédimères ne permet pas d'écarter l'embolie pulmonaire avec certitude. Et à ce moment-là, il n'est pas nécessaire de le faire. Il faut passer directement à la réalisation de l'angioscan qui va nous permettre de faire le diagnostic. Donc, si nous sommes face à une suspicion d'embolie pulmonaire avec un patient qui est en état de choc ou avec une hypotension, eh bien, l'angioscanner doit être fait le plus rapidement possible. S'il y a possibilité de le faire, eh bien, c'est bien, ça va nous permettre de confirmer le diagnostic. Si l'angioscan ne peut pas être fait, à ce moment-là, il faudra faire une échocardiographie qui peut donc visualiser une dilatation du ventricule droit. Si la dilatation du ventricule droit est présente, on va stabiliser le malade et une fois qu'il sera stabilisé, on lui fera l'angioscan pour confirmer le diagnostic. Maintenant, si il n'y a pas de dilatation du ventricule droit, on recherchera d'autres causes donc de cet état de choc et de cette hypotension en dehors de l'embolie pulmonaire. Alors l'embolie pulmonaire est une affection grave avec un risque de décès précoce de l'ordre de 5 à 10%. Elle peut se compliquer d'état de choc, de dysfonction ventriculaire droite avec un rapport ventricule droit sur ventricule gauche qui est supérieur à 1 au scanner, d'une hypokinésie du ventricule droit et ou d'une élévation de la pression artérielle systolique. Plus rarement, on peut retrouver une hypertension artérielle pulmonaire thromboembolique qui va toucher environ 4% des patients 2 ans après une embolie pulmonaire. Le diagnostic sera évoqué devant une dyspnée persistante à distance de l'embolie pulmonaire et qui n'est pas expliquée par une récidive ou une autre pathologie. Le traitement de l'embolie pulmonaire. L'embolie pulmonaire est une urgence thérapeutique. Le traitement doit être institué dès la suspicion diagnostique sans attendre les résultats des examens complémentaires. La prise en charge thérapeutique de l'embolie pulmonaire va reposer sur la correction de la volémie, l'amélioration de la ventilation et l'anticoagulation pour permettre la reperméabilisation pulmonaire. Au cours de l'embolie pulmonaire, la mortalité précoce est liée à la défaillance du ventricule droit en rapport avec une élévation brutale de sa post-charge, et donc toute surcharge de la volémie est généralement mal tolérée. Donc en cas de faible débit cardiaque et de pression artérielle normale, un remplissage prudent, sans dépasser 500 ml, va améliorer souvent le débit cardiaque. Maintenant, s'il y a un état de choc, les vasopresseurs sont nécessaires en parallèle avec la stratégie de reperfusion. Les drogues de choix sont la noradrénaline et l'adrénaline, car la dobutamine et la dopamine peuvent aggraver les altérations de la ventilation et de la perfusion. Dans les situations instables, l'inhalation de monoxyde d'azote peut améliorer l'état hémodynamique et les échanges gazeux.
Le lévosimendan a une bonne indication car il réunit les avantages des inotropes positifs et des vasodilatateurs. L'amélioration de la ventilation nécessite le plus souvent une oxygénothérapie, voire parfois une ventilation invasive avec intubation. L'utilisation de la PIP, c'est-à-dire la pression positive de fin d'expiration, doit être prudente car elle pourrait aggraver la défaillance du ventricule droit. Une titration est donc nécessaire. On va commencer par de petits volumes et augmenter progressivement. La ventilation assistée doit être la plus protectrice possible avec un volume courant qui doit être inférieur à 6 millilitres par kilo. En cas d'embolie massive, on peut avoir recours à l'ECMO qui pourrait être efficace et améliorer la ventilation du patient. Le traitement de base de l'embolie pulmonaire. Leur principal objectif est la prévention de la mortalité précoce et de la récidive. Avant de commencer un traitement anticoagulant, il faut faire un bilan biologique qui comporte une hémostase et une formule numération sanguine, un bilan rénal, en particulier le dosage de la créatinine sanguine. Il faut faire également un bilan pré-transfusionnel pour les patients à risque hémorragique. Alors ce bilan est nécessaire afin d'éliminer les contre-indications aux anticoagulants qui, comme vous le savez, sont la présence d'une thrombopénie inférieure à 30 000, une hémophilie, un TP inférieur à 30%, une hémorragie intracrânienne ou active non contrôlable, une chirurgie récente et une thrombopénie induite par l'héparine. L'héparinothérapie est le traitement anticoagulant de première intention. Elle doit être initiée immédiatement en cas de forte suspicion clinique et poursuivie ou non en fonction des résultats des examens complémentaires. On peut utiliser soit des HNF, des HBPM ou du Fandaparinus. Leur efficacité est équivalente. Mais les HBPM et le Fandaparinus sont préférés à l'HNF. Pourquoi? Parce qu'ils ont une meilleure disponibilité, une plus grande simplicité d'utilisation, il n'y a pas de surveillance biologique astreignante et il y a un risque inférieur de thrombopénie induite. Cependant, l'HNF reste indiqué en cas d'insuffisance rénale sévère, en cas d'embolie pulmonaire à haut risque de décès, celle qui s'accompagne d'un état de choc, et en cas de haut risque hémorragique, comme par exemple le post-opératoire et la thrombolyse préalable, parce qu'il existe un antidote que vous connaissez et qui est le sulfate de protamine. Alors ce tableau vous résume les différentes héparines que l'on peut utiliser dans le traitement de l'embolie pulmonaire. Il vous donne les modalités de prescription, les posologies et les moyens de surveillance que chaque traitement doit nécessiter. Le relais de la voie parentérale se fera par un antivitamine K. Il doit être précoce et administré en même temps que le traitement injectable. La surveillance de l'effet anticoagulant sera mesurée par l'INR qui doit être supérieur à 2 à partir du 4e-5e jour. Il faut poursuivre le traitement de l'héparine tant que l'INR n'est pas entre 2 et 3. L'antivitamine K de première intention dans l'embolie pulmonaire est la warfarine car elle est la plus évaluée. Pour ce qui est des nouveaux anticoagulants, ils ont comme principal avantage de diminuer le risque de saignement. Le traitement injectable sera arrêté après 5 jours minimum de chevauchement entre les antivitamines K et le traitement anticoagulant injectable. Il sera arrêté quand on aura 2 INR qui sont situés entre 2 et 3 après 24 heures d'intervalle. Pour le relais, les anticoagulants oraux sont à privilégier dans la majorité des cas, en dehors du contexte néoplasique qui justifie la poursuite des HBPM. La durée des traitements est de 3 mois s'il y a présence de facteurs de risque réversibles comme la chirurgie, le traumatisme, l'immobilisation, la grossesse ou la contraception. Il est supérieur à 3 mois si l'embolie pulmonaire est idiopathique. Il peut aller de 6 à 12 mois en général. Le traitement par les antivitamines K va imposer une éducation des patients, une surveillance de l'INR qui doit être aux alentours de 2 à 3 fois le témoin et des contrôles médicaux réguliers. Le recours au traitement thrombolytique permet de restaurer une perfusion pulmonaire plus rapidement que les anticoagulants par une amélioration plus précoce des pressions et résistances pulmonaires. Mais cet effet favorable sur l'hémodynamique cardiaque ne se prolonge pas au-delà des premiers jours. Donc l'efficacité des thrombolytiques est maximale s'ils sont utilisés dans les 48 premières heures. Alors sur ce tableau,
Vous voyez résumé les différents thrombolytiques qui sont utilisés dans le traitement de l'embolie pulmonaire, ainsi que leur posologie et leur mode d'administration. L'embolectomie chirurgicale a une place importante dans la prise en charge. Son indication est posée devant les contre-indications ou les échecs de la thrombolyse, comme par exemple des patients à haut risque et certains patients à risque intermédiaire où le thrombus est flottant au travers d'un foramen perméable. Son utilisation fait l'objet d'une décision pluridisciplinaire et d'une bonne sélection des candidats parce que la mortalité périopératoire est aux alentours de 6%. L'utilisation de la thrombolyse ne la contre-indique pas, mais augmente son risque hémorragique. Elle doit être réalisée par des équipes expérimentées et au long terme, les résultats sur la mortalité, la qualité de vie et le statut fonctionnel est bon. Le filtre cave est indiqué chez les patients avec des contre-indications absolues au traitement par anticoagulant, comme par exemple les patients qui souffrent d'embolie pulmonaire récidivante, malgré un traitement anticoagulant bien conduit. C'est une procédure donc qui est non indemne de complications qui sont relativement fréquentes mais qui sont rarement sévères. Il s'agit essentiellement d'une occlusion du filtre, de thrombose veineuse récurrente ou de syndrome post-thrombotique. Et en cas de complications, le dispositif doit être retiré aussi vite que possible. Donc en conclusion, la stratégie thérapeutique d'une embolie pulmonaire requiert une évaluation clinique rapide pour déterminer si le patient présente un état de choc. S'il y a un choc, un traitement de reperfusion doit être envisagé rapidement tout en assurant des supports respiratoires et hémodynamiques. S'il n'y a pas de choc, le patient doit bénéficier d'une évaluation du risque, c'est-à-dire un traitement par anticoagulant parentéral relayé par une forme orale qui doit être administré rapidement. S'il existe des signes de défaillance ventriculaire droite et ou des marqueurs de nécrose myocardique, une thrombolyse ou une approche de reperfusion invasive doit être envisagée en cas de déstabilisation. Chez les patients à très faible risque, ils sont candidats à un retour précoce au domicile. L'intitulé de notre conférence aujourd'hui est l'embolie pulmonaire.